bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un concept qui, une fois qu'on le saisit, change vraiment notre regard sur la technologie. C'est l'enchevêtrement technologique. Oui, l'idée de base, c'est que nos systèmes les plus avancés, et en particulier l'intelligence artificielle, ne sont pas du tout construits à partir de rien. Non, c'est tout le contraire. Ça ressemble plus à des couches géologiques, en fait. Des strates qui se sont empilées les unes sur les autres depuis des décennies. C'est une métaphore très juste, parce qu'elle implique l'idée de poids, de sédimentation, et surtout de fondations qu'on ne voit plus, mais qui sont bien là. Et c'est là que ça devient à la fois fascinant et un peu inquiétant. Tout à fait. Cette accumulation, quand on la combine à une évolution qui semble presque automatique, ça crée un système d'une complexité qui honnêtement commence à nous dépasser. Et donc, potentiellement très instable. Et sociologue. L'article s'intitule IA et enchevêtrement technologique. Et il identifie deux grandes forces à l'œuvre. D'abord, ce qu'il appelle l'accrétion technologique. C'est cet empilement, justement. Et la deuxième force, c'est celle qui pousse tout ça en avant, l'auto-accroissement technologique. C'est en gros la manière dont la technologie s'alimente elle-même. Et la combinaison des deux, c'est là que ça devient explosif et que ça nous mène à cet enchevêtrement. Alors, commençons par le début. L'accrétion. L'auteur utilise une image qui vient de l'astrophysique, je crois. Oui, exactement. Il compare ça à une planète qui se forme en agrégeant de la poussière, des roches, tout ça en périphérie. Elle grossit par couches successives, mais le noyau, lui, il ne change jamais. Voilà. Et c'est une grille de lecture incroyable pour nos systèmes informatiques. Le processus est insidieux parce qu'on ne le voit pas au quotidien. On ajoute une appli, une interface. Sans jamais se demander ce qu'il y a en dessous. Exactement. Et l'exemple le plus spectaculaire, celui qui a vraiment mis un coup de projecteur sur ces fondations cachées, c'est bien sûr le fameux bug de l'an 2000. Ah oui, la grande panique du passage au millénaire. Je m'en souviens très bien, on se demandait si les ascenseurs allaient se bloquer, si les distributeurs allaient... S'arrêter à minuit, oui. Ça paraissait presque de la science-fiction, mais le problème de fond était, lui, bien réel et même archaïque. Extrêmement archaïque, quand on y pense. Ben oui. Le cœur du problème était d'une simplicité presque enfantine. Pour économiser de la mémoire, qui était une ressource rare et très chère après la Seconde Guerre mondiale, Ce qui est difficile à imaginer aujourd'hui. Complètement. Donc, les programmeurs avaient pris l'habitude de coder les années sur deux chiffres. 98 pour 1998, 99 pour 1999. Et forcément, le passage à 2000, représenté par 00, Allait être compris par les machines comme 1900. Et là, c'est le chaos. le chaos monumental. Pour les taux d'intérêt, les plannings de vol, tout ce qui se base sur le temps. Et la source de Fraser nous donne un cas d'étude qui donne le vertige, celui de la FAA. L'agence qui gère le trafic aérien aux États-Unis. Voilà. Au milieu des années 90, il réalise que le bug pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur le routage des avions, leur position, leur altitude, leur vitesse. Un risque de sécurité majeur, en somme. On s'imagine que la FAA, c'est le summum de la technologie, mais en fait... Et c'est là que ça devient fou. Le problème ne venait pas de leur système de pointe, mais de leur fondation. Le cœur de leur système de contrôle aérien, c'était plus de 30 ordinateurs centraux IBM 3083. Des machines du début des années 80. Déjà obsolète dans les années 90. Et le point crucial, c'est que quand ils ont voulu corriger le code, ils se sont rendus compte que seuls 2 ingénieurs au monde étaient encore capables de comprendre et de reprogrammer les 500 000 lignes de code. Et ces 2 ingénieurs, Était déjà à la retraite. C'est l'histoire incroyable. c'est ça. Ça fait penser à ces vieilles centrales nucléaires où il ne reste qu'une poignée de personnes qui connaissent les plans d'origine. C'est une dette technique qui devient une dette de connaissance. Toute l'infrastructure aérienne américaine qui reposait sur le savoir de 2 retraités. C'est la définition parfaite de l'accrétion, une technologie vitale mais qui est devenue un vestige, un fantôme dans la machine. Mais alors, la question que tout le monde se pose, pourquoi on ne remplace pas tout ça ? Pourquoi on ne repart pas de zéro ? Eh bien, la réponse que donne Trader est terriblement pragmatique. Tant que le système de base fonctionne, à peu près, il est presque toujours plus simple et moins coûteux d'ajouter une nouvelle couche par-dessus. Et moins risqué à court terme. Moins risqué. Paradoxalement, tout reconstruire, c'est un projet titanesque qui coûte des milliards avec un risque d'échec énorme. Alors on colmate, on met une rustine, une interface moderne, et on croise les doigts. On continue de construire les étages d'un immeuble en espérant que les fondations qu'on n'ose même plus regarder vont tenir. C'est exactement ça. Et ce n'est pas juste l'aviation, pensez au système bancaire mondial.
Une immense partie de son infrastructure tourne encore sur du code écrit en COBOL. Le langage qui date de 1959 ? Oui, des trillions de dollars qui transitent chaque jour sur des systèmes dont la logique a été pensée à l'époque des Beatles. Personne n'ose y toucher. C'est jugé trop risqué. Alors on construit par-dessus. Et c'est là-dessus, sur ce millefeuille, qu'arrive l'intelligence artificielle. Exactement. L'IA, ce n'est pas une page blanche, c'est la dernière couche, la plus puissante, qu'on vient poser au sommet de cet édifice. Dans la finance, vous avez des couches de COBOL des années 70, des systèmes des années 90, des interfaces web des années 2000. Des applis mobiles des années 2010. Et maintenant, tout en haut, on branche des IA pour faire du trading haute fréquence. La complexité est juste inouïe. D'accord. Le tableau de cet empilement est clair et assez vertigineux. Mais alors, qu'est-ce qui nous pousse à continuer d'ajouter des étages à cette tour de Pise? Et de plus en plus vite. C'est là qu'on arrive au deuxième concept de Fraser, L'auto-accroissement technologique. le moteur de la fusée. Oui, si l'accrétion, c'est la masse, l'auto-accroissement, c'est la poussée. L'idée, c'est que le progrès ne se fait pas au hasard. Il suit une logique quasi inéluctable. Comment ça? Selon Fraser, une technologie s'impose fatalement. Il utilise ce mot pas parce qu'elle est la plus élégante, mais parce que ses résultats sont mesurables, visibles, indiscutables. Elle est juste plus efficace. C'est une sorte de sélection naturelle, où le seul critère, c'est la performance brute. Voilà, et l'exemple du texte est parfait. L'iPhone, en 2007. L'innovation qui a tout changé, ce n'était pas l'appareil photo. C'était l'écran tactile, capacitif multipoint. Ah oui. Le pincé pour zoomer. Cette interaction fluide avec les doigts, ça a ringardisé instantanément tous les autres téléphones avec leur clavier physique, leur stylet. Du jour au lendemain, c'était fini. Fini. La nouvelle méthode était si manifestement plus efficace que tous les autres. Nokia, BlackBerry, des géants à l'époque, ont été balayés. Apple n'a pas juste vendu un produit, il a imposé une nouvelle norme. Et créer de toutes pièces le marché de l'économie mobile. Mais le texte insiste sur un point. Ce n'est pas que la technique. Il y a le capital. Oui, le capital qui agit comme un stéroïde. Il ne suffit pas d'avoir la meilleure idée. Non, il faut avoir les moyens de l'imposer. Le capital, c'est le carburant. Fraser prend deux exemples. D'abord Google. En 98, ils sont face au géant AltaVista. Leur avantage, c'était l'algorithme PageRank, bien plus pertinent. Oui, mais ça n'aurait pas suffi. Le tournant, c'est en 99 quand ils lèvent 25 millions de dollars. Cet argent leur a permis de grandir si vite, d'acheter tellement de serveurs qu'ils ont verrouillé le marché. La technologie a ouvert la porte. Et le capital l'a enfoncé. C'est ça. Et c'est le même schéma pour Facebook face à MySpace. On oublie, mais en 2006, MySpace était un colosse. 230 millions d'utilisateurs. Facebook a gagné, oui, grâce à son interface, mais surtout grâce à sa capacité phénoménale à lever des fonds pour financer son expansion. C'est ça l'auto-accroissement. C'est cette boucle vertueuse. Une innovation est plus efficace, le capital afflue, elle domine le marché, ce qui génère encore plus de capital. Et ça crée un effet domino. L'écran de l'iPhone a forcé la création d'un écosystème d'applications qui a forcé la création de processeurs plus puissants, de réseaux 4G. Chaque étape en appelle une autre. Dans une course en avant qui ne peut pas s'arrêter, c'est la marche fatale du progrès. Alors, mettons les deux pièces du puzzle ensemble. D'un côté, l'accrétion, cet édifice immense construit sur des fondations fragiles et anciennes. Et de l'autre, l'auto-accroissement, ce moteur surpuissant qui nous force à construire toujours plus haut, toujours plus vite. Quand on combine les deux, l'image est assez vertigineuse. Elle l'est. C'est le cœur de l'argument de Fraser. La convergence de ces deux phénomènes mène à ce qu'il appelle une inextricabilité quasi totale. Un mot un peu barbare, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. On a créé un nœud impossible à défaire. Précisément, le système est tellement interdépendant que toute tentative de changer un élément en profondeur devient un pari fou. Essayez de retirer le vieux code COBOL des banques. Oui, c'est comme tirer sur un fil dans un pull géant. On ne sait pas si on va juste défaire un point ou si tout va s'effilocher. Le texte parle de cascade de problèmes incontrôlables. On serait donc prisonnier de la complexité qu'on a nous-mêmes créée, condamné à avancer en espérant que le château de cartes tienne debout. C'est une lecture possible, oui. Et l'IA, c'est l'apogée de tout ça. C'est la technologie la plus puissante qui se développe à une vitesse exponentielle grâce à l'auto-accroissement. Chaque IA aide à concevoir la suivante encore plus vite. Et cette merveille, on la déploie sur cette infrastructure faite de briques et de brocs, sur ces couches de vestiges.
Donc pour résumer avec nos images du début, l'accrétion, c'est cette tour technologique de plus en plus haute, mais de plus en plus instable, avec des fondations qu'on n'ose plus toucher. C'est une excellente synthèse du premier phénomène, oui. Et l'auto-accroissement, c'est le moteur qui nous oblige à ajouter de nouveaux étages toujours plus vite, parce que l'efficacité l'exige. C'est ça la dynamique infernale. Parfaitement décrit. La fragilité d'un côté et une force irrésistible de l'autre. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Allons-y pour la pensée finale. Le texte de Pierre Fraser nous montre que l'IA est la couche la plus sophistiquée qu'on ait jamais ajoutée à notre infrastructure. L'auto-accroissement la pousse à évoluer à une vitesse qui nous dépasse déjà, de manière quasi autonome. La question qui se pose est donc... Que se passera-t-il lorsque cette nouvelle intelligence ultra rapide et imprévisible commencera à interagir en profondeur avec les fantômes vieux de 50 ans ou plus, qui hantent les fondations de la machine sur laquelle elle est construite? Quelles pourraient être les conséquences inattendues, les réactions en chaîne de cet enchevêtrement ultime entre l'intelligence la plus avancée et les vestiges les plus archaïques,